rapide afin de savoir ce que devenait notre veuve noire, l'inénarrable Jeannette Bougrabe. Pour commencer, le numéro d'octobre du magazine Vanity Fair avait consacré un portrait à Patrick Pelloux, le médecin urgentiste et chroniqueur des missionnaires de Charlie Hebdo. En voici un extrait, et visiblement, il n'aime vraiment pas Bougrabe, et serait prêt à lui casser la gueule, selon les termes. Pourtant, 2 mois auparavant à Pontoise, Bougrabe avait accompagné les parents de Charb sur la tombe de ce dernier, alors que son frère et d'autres proches avaient contesté vigoureusement l'allégation de tout engagement conjugal entre Bougrabe et son frère Stéphane. Au cimetière, Bougrabe était elle-même accompagnée, à distance, par 2 gardes du corps. Mais voilà, par indépendance ou rattaché à la rédaction de l'hebdomadaire Paris Match, au moment précis du recueillement, un photoreporter était présent. Et au vu du zoom de l'objectif, il n'était certainement pas dissimulé aux abords du cimetière. Si les lecteurs du site du journal ont ainsi pu découvrir les 7 clichés de la compagne prétendue de Charb, en train d'afficher ostensiblement sa tristesse, les gardes du corps de cette dernière n'avaient visiblement pas tenté d'évacuer le photographe. Certains l'auront compris, mais ce détail embarrassant viendra s'ajouter au fait que la militante, islamophobe et sioniste des réseaux Sarkozy-Valls-Netanyahou, entretient d'excellents rapports avec Paris Match. Le journal qui fut le premier à diffuser les photographies de Charb en compagnie de Bougrabe, ainsi que celles des frères Kouachi abattus, avait publié, dès le lendemain de l'attentat, plusieurs entretiens ou portraits favorables à Bougrabe. Emblème d'une presse people à la française, le magazine possédé par la Gardère Active, groupe de plus en plus investi en Israël, est dirigé par Olivier Royan, membre d'un club journalistique particulièrement déférent envers l'ex-président, Shimon Peres. En 2008, pour les 60 ans du régime colonial et ségrégationniste de Tel Aviv, Royan organisa d'ailleurs avec l'ambassade d'Israël une exposition photographique rendant hommage, entre autres, à David Ben-Gourion, criminel de guerre et fondateur de l'État sioniste. Bien que l'affaire Bougrabe ne soit pas terminée pour autant, nous constaterons sur ce coup que la veuve éplorée de Charlie s'était bel et bien mise en scène. Sinon, quelle serait la probabilité pour qu'un photographe professionnel se retrouve dans un cimetière de banlieue parisienne au cœur de l'été et croise par hasard une personnalité publique controversée dont ses propres gardes du corps laissent bien tranquillement le photographe faire son boulot? Le 18 octobre 2015, le site du Parisien publiait un entretien édifiant avec Valérie M., seule compagne reconnue comme telle par le Fonds d'indemnisation des victimes de Charb. En voici des extraits. Que s'est-il passé le matin de l'attaque? Nous avons passé la nuit chez lui, dans le quartier Montorgueil. Après le réveil, Charb est parti chercher des croissants à la boulangerie. En revenant, il avait l'air soucieux, il m'a raconté avoir repéré en bas de son immeuble une voiture noire aux vitres teintées, de marque Peugeot ou Renault, je ne me rappelle plus précisément. Il n'était pas du genre à s'inquiéter pour rien, mais là, ça le perturbait. Il répétait, c'est bizarre cette voiture. Qui était dans cette voiture? Les frères Kouachi? Des complices? J'ai parlé de cet épisode aux policiers qui m'ont entendu, et j'ai écrit à la juge chargée du dossier cet été pour lui rappeler cet élément, mais je n'ai aucun retour depuis. Rappelons que la voiture censée avoir été conduite par les frères Kouachi était une Citroën C3. Et, selon le récit officiel des événements, Saïd Kouachi était encore à Reims, ou dans le train Reims-Paris, au moment des faits rapportés par Valérie.
8h31 que Saïd Kouachi avait débarqué à la gare de l'Est avant de rejoindre en métro le domicile de son frère shérif, situé à Gennevilliers. La question sera claire. Qui conduisait cette voiture noire aux vitres teintées et garée devant l'immeuble de Charbes? Et rappelons aussi vers 7h30, ce matin-là, un témoin avait aperçu une voiture de police et une personne suspecte devant l'entrée de Charlie Hebdo. Charbes me disait qu'il devait trouver 200 000 € avant la fin de l'année pour ne pas fermer boutique en 2015. Les appels aux dons n'avaient pas suffi à redresser les comptes. Il s'est mis à chercher des fonds un peu partout, sans trop en parler à ses copains de Charlie, parce qu'il ne voulait pas les inquiéter. Dans cette quête, il a été mis en relation avec beaucoup de personnes différentes, parmi lesquelles des hommes d'affaires, notamment du Proche-Orient, avec qui il passait de soirées. Il n'a jamais voulu me dire qui était l'intermédiaire qui lui permettait de rencontrer ces personnes. Il le désignait simplement en disant mon contact. Un recoupement avec un récent portrait de Vanity Fair consacré à l'ambigu Patrick Pellou permet d'identifier aisément ce contact financier de Charbes. Il s'agit probablement de Jeannette Bougrabe elle-même. Lors de la promotion de son dernier ouvrage, celle qui prétendait avoir été la compagne sentimentale de Charbes se vantait elle-même, notamment sur des radios locales de France Bleu, d'avoir démarché des financiers non identifiés pour aider son amoureux. La veille de l'attentat, Charbes m'a dit qu'il avait réussi à trouver l'argent manquant. Je lui ai demandé comment, il m'a répondu, mes soirées où je fais du charme à des riches dignitaires, eh bien ça a fini par payer. Je n'ai pas cherché à en savoir plus, mais je lui ai dit que cela pouvait être dangereux. Il a ajouté qu'il restait à se mettre d'accord avec les fournisseurs du journal pour régler les factures restantes. Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de trouver cette coïncidence troublante. Qui a payé ? Où se trouve cette somme et comment a-t-elle été réglée? Peut-il y avoir un lien avec les événements du 7 janvier? Les enquêteurs doivent s'y intéresser. Pour creuser ce sujet et l'identité exacte de ces proches orientaux, arabes ou israéliens, les enquêteurs devraient donc solliciter Jeannette Bougrabe, récemment nommée par Manuel Valls, à la direction de l'Institut français du Finlande, sans oublier que Bougrabe est également au cœur du mystérieux suicide du commissaire Édéric Freudot, survenu au moment de passer un coup de fil urgent, à propos du débriefing des parents de Bougrabe, le soir de l'attentat. Vous avez également alerté les policiers sur un mystérieux cambriolage. Le samedi qui a suivi le drame, je suis retourné avec le frère de Charbes et quelques intimes dans son appartement. Nous avons découvert qu'il avait été visité, mis à sac, et des affaires emportées, parmi lesquelles des dessins et son ordinateur portable. Il me paraît indispensable de retrouver cet ordinateur portable qui contient sûrement des informations utiles à l'enquête. Or je m'étonne que les policiers qui ont recueilli mon témoignage n'aient pas eu l'air intéressés par cet élément. Un tel cambriolage, chez un défunt, quelques jours après le drame, ne mérite-t-il pas une enquête approfondie? De nouveau, l'ombre de Bougrabe plane sur ce récit. Le 8 juin, elle avait exprimé une contre-vérité à propos de son prétendu non-accès à l'appartement de Charbes. J'ai le sentiment que la vérité sur l'attentat de Charlie Hebdo est encore loin, et je veux faire tout mon possible pour qu'elle éclate. Je m'étonne que les enquêteurs ne cherchent pas à savoir si d'autres personnes ou d'autres intérêts pourraient se cacher derrière les frères Kouachi. On ne peut pas se contenter de la seule thèse du terrorisme islamiste. La dernière phrase de l'entretien avec Valérie illustre parfaitement la vraie ligne d'investigation depuis le 7 janvier. Dès lors, que nul ne s'étonne des conséquences suite à la publication de cette interview, dans les heures qui ont suivi, ce sont 3 médias sous contrôle sioniste, Libération, L'Express et l'Obs, qui ont attaqué Valérie. Avec quelle méthode? Celle qui est usitée par les nouveaux censeurs et leurs idiots utiles, autrement dit, diaboliser l'adversaire en le qualifiant de complotiste. La palme d'or de la stigmatisation de Valérie revient, sans nul doute, à
Caroline Forrest. Dans une tribune publiée par le Huffington Post, site d'opinion de la communautariste juive Anne Sinclair, la mythomane récemment célébrée par un ancien cadre du Mossad avait exprimé sa nausée et n'avait pas hésité à dédouaner le Mossad de toute implication dans les attentats de janvier 2015. Aquarim s'était à l'âge de faits tronqués, sortis de leur contexte, sans lien entre eux. Je suis sûr que l'un des clients de l'hypercacher a aussi croisé, sans doute, une fois dans sa vie, un mécène, peut-être même un mécène du Proche-Orient. L'une des victimes décédées a peut-être eu aussi un proche venu récupérer des affaires à son appartement sans le dire à d'autres. De là à penser que l'hypercacher est un complot financier impliquant des mécènes du Proche-Orient, pourquoi pas un coup du Mossad tant qu'on y est? Ce type d'opération consistant à discréditer quiconque dévoile des faits embarrassants pour la version officielle de l'affaire Charlie, dispose néanmoins d'un avantage. À trop en faire, les ennemis de la vérité divulguent, à leur insu, de nouveaux éléments troublants. Prenez l'Express et sont-ils étalés sur 2 articles publiés en 24 heures contre la compagne de Charb. Dans un papier subtilement intitulé Charlie Hebdo, que vaut la théorie du complot de Valérie M, on peut découvrir le commentaire stupéfiant recueilli auprès d'une source judiciaire, présenté comme agacé par le témoignage de Valérie. Ce type de commentaire n'est que dédain pour la compagne d'une victime, assimilée à une potentielle affabulatrice, et arrogance du pseudo-enquêteur, qui prétend avoir tout épluché. Dans une investigation criminelle classique, le témoignage d'un proche fait précisément partie du dossier, a fortiori s'il contient des faits étranges. Dans l'affaire Charlie, l'inverse est permis. Comme le rapportait Valérie au Parisien, les policiers n'ont pas eu l'air intéressés par ces éléments d'information, et la juge chargée du dossier ne lui avait adressé aucun retour. Une chose est certaine, depuis la parution de l'article du Parisien, la quasi-totalité de la presse audiovisuelle de l'Hexagone avait respecté l'omerta pratiquée par la justice et la police au sujet des révélations de Valérie. Aucun reportage, aucune enquête pour approfondir la question. En ce qui concerne Manuel Valls, Premier ministre sous lequel ces attentats se sont produits, n'avait guère besoin de museler les journalistes qui se risqueraient à s'immerger dans les méandres de l'affaire Charlie. La plupart lui ont déjà rendu ce service. Après la découverte du corps d'Elric Fredoux, le commissaire de police chargé de rédiger un rapport sur l'entourage familial de Charlie Hebdo est retrouvé mort d'une balle dans la tête quelques heures après l'attentat. Sa famille n'aura toujours pas reçu les condoléances du ministre de l'Intérieur. Non seulement ce dernier n'était pas seulement son supérieur hiérarchique, mais il était une connaissance familière d'Elric Fredoux. Au vu des circonstances troublantes de son décès, pas de courrier laissé, aucune dépression antérieure médicalement attestée, saisi de son matériel informatique et de ses smartphones, friction avec ses collègues de Limoges à propos d'un important coup de téléphone, devant être, selon lui, immédiatement passé, venu dès le lendemain de cadre policier parisien pour certifier le suicide. Il est important de souligner 9 détails qui ne coïncident en rien avec la thèse du suicide. Pas d'accès autorisé au rapport d'autopsie, même pour sa propre mère. Le coup de feu n'aurait pas été entendu par ses collègues, alors qu'il s'est produit vers 1h du matin, sans l'usage d'un silencieux. La balle a été retrouvée à l'intérieur du crâne après avoir percé le front. Le refus du médecin traitant d'Elric Fredoux de valider la contre-vérité produite par les articles de presse, faisant état d'une dépression. Des contradictions policières sur l'identification et la réalité du dernier appel téléphonique passé entre minuit et 1h du matin par Fredoux. Et enfin,
le débarquement de 4 directeurs de la police en provenance de Paris pour convaincre la maire qu'il s'agissait bien d'un suicide. L'assistante parlementaire de Christophe Premat, basée à Londres, député socialiste des Français de l'étranger, avait interpellé, une semaine auparavant et par écrit, le ministre de l'Intérieur, à propos des circonstances exactes du décès du policier. Selon la collaboratrice de Premat, la réponse officielle est, a priori, attendue dans les 3 mois, au maximum, soit en avril 2015 ou plus tard. Une attitude stupéfiante quand on sait que de 2010 à 2012, les 2 hommes collaboraient pourtant ensemble sur Cherbourg, l'un en tant que député maire de la ville, l'autre en sa qualité de commissaire principal. Gilles Friedman, supérieur direct de Fredoux, avait demandé à une date inconnue sa mutation et son successeur, dénommé Maurice Alibert, et avait entamé ses nouvelles fonctions à la date du 1er septembre, en vertu d'une décision prise et actée au journal officiel par Mireille Balstradi, directrice centrale depuis janvier 2014 de la police judiciaire. Une chose est certaine, dans les semaines ayant précédé l'arrivée du nouveau commissaire divisionnaire, un personnage singulier occupa la direction intérimaire de la PJ. Un site alternatif d'information, dénommé Eurasie Express, avait tenté l'été dernier de solliciter un avis officiel au sujet du rapport d'autopsie d'Elric Fredoux. Incidemment, son rédacteur signalait s'être ainsi entretenu le 13 août avec Monsieur Miguel, directeur par intérim de la PJ de Limoges. En réalité, il s'agissait de Thierry Miguel. Commandant fonctionnel de police en charge de la brigade financière, Miguel cultive une double spécificité troublante au regard de la disparition brutale de Fredoux. L'homme est un franc-maçon particulièrement influent. De 2011 à 2014, s'est initié depuis 1993 de l'obédience du Grand Orient de France, était membre de son conseil de l'ordre, cénacle restreint d'une trentaine de dignitaires, qui élit chaque année le grand maître. Depuis août 2013, il s'agit du juif Daniel Keller, un homme très impliqué dans l'après-Charlie, qui visita récemment Israël en compagnie de ses frères ultrasionistes, issus de la loge Étoile d'Israël. Miguel a une autre particularité, beaucoup plus originale que son appartenance très courante dans la police à la franc-maçonnerie, une organisation omniprésente à Limoges. Ce policier fut le président de l'antenne locale du comité Laïcité République, déclaré en septembre 2014, groupe paramaçonnique, ultra-laïque et islamophobe, cofondé en 1991 par le multimillionnaire Pierre Berger. Le 18 avril, Miguel était d'ailleurs convié à débattre de l'islam avec l'association des musulmans de Limoges pour la fraternité. Depuis 2003, le CLR délivre chaque année un prix de la laïcité. Parmi les lauréats, Fadla Amara, Caroline Forest, et enfin, Jeannette Bougrabou qui fut ainsi récompensée à l'automne 2013. Et Valls, alors ministre de l'Intérieur, était venu à la cérémonie qui se déroula à l'hôtel de ville de Paris. Il y fut accueilli par Anne Hidalgo, alors adjointe au maire, et le juif Patrick Kessel, président du CLR. Inconnu du grand public, Kessel est pourtant une figure discrètement influente des sphères politiques et médiatiques. Ancien journaliste à l'AFP reconverti dans la formation professionnelle, Kessel, fils de déportés, avait occupé, comme Alain Bouher, camarade de Valls et collaborateur du Mossad, le poste prestigieux de grand maître du Grand Orient. Selon son frère David, un peintre inspiré par l'ésotérisme juif, Kessel avait été éduqué par leurs parents d'origine russe et roumaine,
selon des valeurs sionistes et humanistes. Ex-militant de l'organisation communiste internationaliste, et introduit à la maçonnerie par le juif Fred Zeller, ancien secrétaire de Trotsky, Kessel avait également la réputation d'être un tacticien chiraco-gauchiste au cours des années 90 et 2000. C'est d'ailleurs à travers Kessel que Bougrab aurait fait la connaissance de Charb, si l'on en croit le dernier livre rédigé par l'ancienne ministre sarkozyste. Aujourd'hui, il suffit de consulter la liste des membres du jury du CLR pour se rendre compte de sa force de frappe auprès des dirigeants politiques et médiatiques. Choyé par Valls, venu en 2013 et 2015 aux cérémonies de remise de prix, le 26 octobre, Kessel avait rappelé l'esprit de son combat auprès d'un public conquis d'avance et essentiellement composé de francs-maçons. Les noms des jurés, fondateurs et soutiens du CLR, ont défilé derrière lui sur grand écran. Résumons la situation. Sur le point de rédiger un rapport basé sur le débriefing de ses enquêteurs, partis interroger les parents de Bougrab, le commissaire Fredou a été retrouvé suicidé dans son bureau, environ 13 heures après l'attentat contre Charlie Hebdo. Numéro 2 de la PJ de Limoges, Fredou aurait dû assurer, durant l'été, la direction intérimaire de son service après le départ de son supérieur, J. Friedman. Or, le poste fut occupé par Thierry Miguel, commandant de police, et franc-maçon au gradé qui appartient au groupuscule ultra-laïque et qui avait récompensé Jeannette Bougrab. Était-il précisément ce commandant non identifié par la famille de Fredou, qui, présent dans la soirée du 7 janvier au commissariat, avait insisté pour se charger lui-même du rapport Bougrab? L'influent Grand Orient de France, dont le CLR est un satellite, fait le lien entre Valls, initié de 1989 à 2002, Cazeneuve, également franc-maçon, et Miguel. Précisons également que le jour de l'attentat contre Charlie Hebdo, la compagnie autoproclamée de Charb, qui avait pourtant passé ses dernières nuits avec l'éditrice de musée, Valérie M., avait débarqué sur les lieux en compagnie du juif Richard Malka, Caroline Forest et Fiametta Weiner. Chacun d'entre eux est lié au CLR, la première comme lauréate, le second comme soutien, et les deux dernières comme juré. Forest fut également la première personnalité publique à évoquer un lien conjugal entre Bougrab et Charb. Notons par ailleurs qu'au sein du Conseil de l'Ordre du Grand Orient, Miguel avait côtoyé dès 2011 son frère Philippe Foussier, le président d'honneur du CLR. Pourtant, il y a deux autres informations problématiques, hormis celles relatives aux accointances de Miguel. Jointe par téléphone le 10 novembre, la mère d'Elric attend toujours d'obtenir le rapport d'autopsie de son fils. En janvier, des policiers lui avaient catégoriquement affirmé qu'elle ne l'obtiendrait pas. Aujourd'hui, changement de discours ou de stratégie, après avoir longtemps temporisé, le secrétariat du parquet de Limoges lui avait indiqué qu'elle pourra finalement le recevoir, à condition d'avoir un avocat. Mais début juillet 2015, Michel Garando, procureur de la République de Limoges, avait classé sans suite l'enquête relative au suicide du commissaire et confié initialement à la Sûreté départementale de Haute-Vienne, dirigée par la jeune commissaire Aurélie Besançon. Le plus curieux, lors de son entretien téléphonique réalisé le 13 août avec le site Eurasie Express, Miguel, alors en charge par intérim de la PJ de Limoges, avait, quant à lui, affirmé qu'elle était encore en cours. Garando avait déjà enterré, un an plus tôt, une autre affaire relative à un autre suicide,
celle du policier Christophe Riviecchio, numéro 3 de la PJ de Limoges, et donc adjoint du Fredoux. L'homme à la tête du parquet de Limoges n'est pas sans connexion intime avec le pouvoir actuel. De 1995 à 2009, Garando était le procureur de la République de Cherbourg, ville donc Cazeneuve, qui n'avait adressé aucun mot à la famille Fredoux, et qui n'avait pas répondu à la question du député Premat sur les circonstances exactes de sa mort, était le maire de 2001 à 2012. Une mort violente et non élucidée, des liens maçonniques, un éventuel conflit d'intérêts dans la procédure policière, des battleurs pseudo-laïcs de l'islamophobie liés intimement à Israël, ainsi qu'une prétendue compagne, amie du Premier ministre, et exilée aujourd'hui en Finlande, qui avait servi d'intermédiaire financière auprès de Charbes pour renflouer in extremis son journal, grâce à de mystérieux proches orientaux. Dans tous les cas, la sombre affaire Charlie Hebdo n'aura pas encore dévoilé ses arcanes.